C'est pas le meilleur taf, c'est pas les meilleures conditions de travail, mais il y a toujours moyen de trouver du taf en prestation de service. Je suis persuadé qu'on apprend beaucoup plus dans l'adversité que quand ça roule, tu vois. Je pourrais te parler de mes muses en disant voilà comment j'ai fait et tout machin, mais ça a toujours fonctionné, donc j'ai quoi comme apprentissage? J'ai pas eu le temps de me poser la question dessus. J'ai plus eu le temps de me pignoler, excuse-moi le mot, en disant t'as vu comment je suis une machine de guerre, t'as vu comment j'arrive à faire du business en ligne, t'as vu comment en fait je trouve une opportunité, je développe un produit, je la monétise et je scale tout ça. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, vu que ça a toujours fonctionné, j'ai jamais pris le recul nécessaire pour analyser ce que je faisais. Il me fallait du revenu à côté. J'avais pas du tout envie d'aller prendre un taf conventionnel. On va pas se mentir, c'était ça qui me drivait. On a fait 6 millions 4, 6 millions 2. Et l'année où on lance l'incubateur, on fait 11 millions. Salut Gérald, Salut Théo. merci Comment ça va? Ça va super. Et toi? Ouais, ça va au top. Trop content d'être là. Bah ouais, content d'être entre copains sur le podcast. Merci d'avoir répondu présent. Pourtant, t'es pas aujourd'hui un fondateur d'agence, même si c'est le thème du podcast. T'es quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à apporter à notre audience, qui sont tous des futurs fondateurs ou déjà des fondateurs ou des gens qui ont existé des agences. T'es en train de dire que je suis Euh, vieux en fait là. je suis en train de dire que je pense que t'as pas beaucoup plus d'années que moi et pourtant t'as plus d'expérience que moi. Donc ça, c'est cool. Et beaucoup de leçons à partager. C'est un peu d'ailleurs ton job actuellement de rendre un peu euh, de rendre un peu ce que tu as appris et de coacher et de mentorer. Tu nous raconteras. Mais avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, moi, ce que j'adore, c'est qu'on reparte de zéro, en fait. Le petit Gérald, où est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il est né je te laisse remonter aussi loin que tu penses intéressant. Ouais, alors, avant d'être un vieux d'internet, j'étais un petit gros de la campagne qui joue au rugby, tu vois. T'es né Tu où? vois, ce genre de. Là, je suis né à Libourne. Moi, là, je vis à côté de Saint-Émilion. Je suis revenu dans la région. Mais je suis né à Libourne, à côté de Bordeaux. Et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Sainte-Foy-la-Grande, où en fait, il se passe pas grand-chose à part le rugby. C'est un super village. Pour le coup, c'est une super petite bourgade. Et en fait, tout tourne autour du rugby. Tu vas au Ok. collège, le collège, il est maqué avec le club de rugby pour avoir des emplois du temps adaptés, etc. Ouais. Tes darons, ils sont au rugby ou ils sont bénévoles ou machin, c'est des anciens joueurs. Tes oncles, c'est pareil, tes cousins, tes frangins, tes machins, tout le monde fait du rugby. C'est Ok. la seule activité, j'ai l'impression. Et toutes les nanas aussi viennent au rugby. Elles font un peu de hand, mais elles viennent supporter le rugby. Donc en fait, jusqu'à mes 15 piges, j'ai fait que du rugby et voilà. Et après, je suis parti de mon petit village parce qu'il fallait quand même trouver quelque chose à faire. Et je suis parti à la ville, à Bordeaux, si tu veux. Mais c'est pas non plus Bordeaux, c'est pas non plus la ville de ouf, quoi. Tu vois. Toi, je sais que tu viens d'un petit bled aussi, donc je pense que tu connais tu connais un Écoute, peu ces ambiances rurales là. ouais, c'est plus le centre, c'est Limoges. Et donc, c'est moins rugby. C'est nous, on a le CSP. Donc, Mm. c'est basket. Bah après Bordeaux j'adore, hein, tu vois, tu me demandes si je devais rentrer vivre en France, ce serait là-bas. Et t'es parti à 15 ans. Pour le aussi pareil, tu continues le rugby. Je sais que t'as une carrière un peu, donc tu Ouais. t'es parti où, t'as fait quoi? Ouais, non, carrière non, mais en gros, ça a vraiment drivé en effet cette première partie de vie où je suis parti à 15 ans pour justement aller à Bordeaux pour jouer à Bègle, donc qui est le club aujourd'hui s'appelle l'UBB, à l'époque ça s'appelait pas encore l'UBB. Et donc aujourd'hui c'est un super club et ça a toujours été un super club. Et donc je suis rentré au centre de formation là-bas à 15 ans et demi. Quand je suis rentré en seconde, j'ai découvert Bordeaux et j'ai découvert plein de choses. Et notamment, je sais que tu mixes de la musique. J'ai découvert la musique électronique à ce moment-là. J'ai commencé à Ok, mixer de la musique à ce moment-là. Et j'ai voulu aller faire de l'ingénierie son. Donc j'ai voulu devenir ingé son en radio, parce que j'ai fait un stage en première qui était complètement facultatif. Et je me suis retrouvé derrière une console et j'ai adoré faire de la prod. je sais que t'as encore des restes actuellement dans ton studio. Est-ce que tu peux nous montrer ce que t'as appris peut-être avec le sample? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que Je tu veux que je sais te mette? Je pas. peux te mettre un, je sais pas, attends. Ah, je peux te mettre, bon, je peux mettre un. Ah putain, mais ça va, j'ai plein de trucs qui sont juste pour rire qu'il faut pas mettre. Attends, tu veux quoi? Je peux mettre, voilà, le Jordan. Je sais pas si t'as entendu, mais voilà. Donc tu vois, bon, j'ai Ça un a petit gueulé. sampler. En effet, je m'amuse encore un petit peu avec tout ça. Et donc voilà, donc j'ai découvert la radio et c'est là où après j'ai voulu bifurquer en parallèle du rugby toujours. J'ai voulu bifurquer en école d'ingé. Et donc voilà, donc j'ai pas fait de radio, hein. J'ai fait très peu de radio, mais par contre j'ai monté un podcast et donc comment dire, ça me rappelle un petit peu ces moments-là, ça me rappelle un petit peu ça, donc un petit peu de technique, etc. Je fais encore un petit peu, je mixe un petit peu aux soirées entre copains, mais rien de très sérieux, c'est juste resté une passion, mais en tout cas c'est ce qui m'a mis le pied dans l'ingénierie et donc du coup dans le développement web par la suite, puisque moi mon métier en fait au final je suis développeur. Ok, t'as commencé école d'ingé.
Et en fait, Ouais, c'est commencé par la passion de le son, la radio. Et en fait, j'ai dit, ok, je fais l'école d'ingé. Et là-bas, tu as découvert tout ce qui est dev. ouais, exactement. À l'époque, bon, t'avais évidemment, moi je suis né en 90, donc tu avais évidemment déjà les technologies comme WordPress, etc. pour faire des sites web, mais c'était quand même beaucoup moins simple que maintenant. Et donc il fallait coder plein de trucs. Ouais. Ça m'a vachement plu. Et je me suis vite rendu compte que de coder un site que je vendais même pas du tout cher, que je vendais 4 ou 500 balles, que j'allais vendre aux copains de mes darons, que j'allais vendre au président du rugby ou dans les commerces où mes parents faisaient leurs courses, bah, en fait, ça m'évitait d'aller bosser chez McDo ou d'aller faire de la maçonnerie l'été pour me faire l'argent de poche. Donc en fait, j'ai vite compris que le développement web, c'est un accélérateur à argent de poche. Et Mhm. donc au départ, j'ai commencé à faire ça, mais complètement comment dire, non officielle, évidemment. J'ai fait quelques sites comme ça, et très très rapidement, bah, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment en faire un métier. C'était en plein développement, c'était en plein boom. Là, on est en 2010 à peu près à ce moment-là, j'ai 20 piges. Et en fait, les sites web, il n'y en a pas. Il y en a, enfin, t'en as, mais si tu veux, c'est le moment où Ouais. toutes les TPE, les PME, elles se digitalisent et elles commencent à s'y intéresser. Et c'est le Far West, il n'y a pas de marché. Tu as des mecs qui vont payer des sites de 4 pages, 6 ou 7 000 euros. Tu en as d'autres qui vont travailler quasiment gratuitement. Voilà, t'as vraiment pas de marché. Parce que les gens n'ont pas d'expérience. Et très souvent, moi, les clients que je trouve à ce moment-là, quand je code des sites, c'est des clients qui ont été déçus d'agence. Et donc, du coup, ils veulent aller voir le petit freelance parce qu'ils ont l'impression de faire une bonne affaire, de trouver un petit peu, c'est un petit peu le petit artisan. Il y a un petit peu ce truc-là. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai commencé l'activité de freelance à ce moment-là, et en parallèle du rugby toujours, puisque c'est à ce moment-là que j'ai eu un contrat de 2 ans à Périgueux. Donc c'est pas très loin de chez moi, c'est 1 heure et demie de chez moi. Et donc j'ai joué 2 ans en espoir. Donc c'est un club qui était en Pro D2 à l'époque. J'ai joué 2 ans en espoir. Et donc voilà, donc je faisais le rugby, j'avais un petit peu de sous avec le rugby, je faisais mes sites, et donc j'étais bien. Après l'école d'ingé ou pendant l'école d'ingé, tu peux pas tout Ouais, faire. en fait l'école d'ingé, je suis pas allé au bout. Quand j'ai eu l'opportunité de partir à Périgueux justement pour le rugby, j'ai droppé l'école. J'avais appris à faire ces sites, j'ai compris comment me faire l'argent de poche, et dans tous les cas la priorité c'était le rugby à ce moment-là. Tout tournait autour de ça, donc voilà, je suis parti. Et l'école, j'y suis revenu, mais pour y donner des cours quelques années après. Mais j'ai pas fini le cursus. Donc, tu avais déjà l'esprit entrepreneur. À 20 ans, tu vendais des sites, tu avais compris que tu pouvais te faire de l'argent avec ça. Exactement, exactement. Et c'était une super trouvaille, parce que franchement, cette découverte-là, ça a changé, bah, ça a clairement, quand tu trouves ta vocation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au final, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sites où on apprend à des gens à faire des sites, où voilà, on va expliquer plus tard un peu ce que je fais, mais ça tourne autour du marketing et autour du marketing digital. Donc, ça a vraiment été une phase importante. Et très rapidement, j'ai commencé à faire bosser aussi les copains d'école. C'est en école d'ingé. Je sais pas si tu connais un peu les profils, mais j'imagine que oui. Il y a beaucoup d'introvertis qui ne savent pas spécialement se vendre, qui ne savent pas, pardon, spécialement se vendre, et du coup, qui ont des difficultés. Alors, des ultra génies, hein, par contre, hein, 1000 fois meilleurs Ouais. que ce que moi j'étais techniquement. De toute façon, j'ai jamais été un bon développeur, hein, qu'on soit clair. Mais j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais, mais j'ai jamais été assez passionné par la chose. J'étais passionné parce que ça m'apportait. Je voyais ça comme un outil et pas comme une fin. Et par contre, j'avais des potes d'école qui étaient complètement passionnés, qui avaient un peu plus de difficultés pour se vendre. Et avec Riles, vu que tu es à Bali, tu vas le rencontrer, je vous ai introduit récemment, bah, avec lui, on était en école d'ingé ensemble. Et on a monté une asso pour justement, nous, aller voir les agences web ou aller voir directement les annonceurs et leur vendre en fait de la sous-traitance. Donc en fait, un petit peu faire comme Malte fait aujourd'hui, toutes ces plateformes de mise en relation de freelance. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, on faisait bosser les gens de l'école pour cet asso, et l'asso facturait les prestations aux agences. Et très souvent, on allait chercher des fins de planning. Tu vois, quand l'agence, elle est charrette, il lui reste 1 semaine pour livrer le truc, et c'est très bien qu'il lui faut 3 semaines de prod pour arriver à le faire dans le détend. Ben, donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on intervenait. Ok, donc tu allais démarcher les agences, pas les clients finaux. Non, exactement. En fait, les clients finaux, ils venaient parce qu'on avait un site web qui rankait plutôt bien. Alors à l'époque, tu sais, il suffisait juste de bourriner un peu sur les backlinks pour avoir un site qui remontait bien. Donc, tu tapais développeur web freelance Bordeaux, ben, on remontait. Et d'ailleurs, le nom de domaine, ce site-là, on l'avait fait parce qu'à l'école, ils nous avaient demandé la première semaine d'acheter notre nom de domaine et de faire notre portfolio, de mettre notre CV, notre machin. C'était notre première expérience web. Et donc, du coup, ben, c'était ce site-là qui me servait en fait à faire du lead. Et en parallèle, ben, on allait discuter avec les agences. Alors, les agences, on n'avait pas beaucoup, hein, on avait 5-6.
Par contre, elles avaient toujours, il y avait beaucoup de commerciaux. Tu sais, c'est un peu la génération commerciaux un peu pas jeunes, tu vois, qui allaient vendre des sites comme ça. Et donc, nous, on allait clairement les aider à finir ces queues de planning là, où ils étaient charrettes et voilà. Et donc voilà. Donc Riles lui était très bon graphiquement. Et puis moi, j'étais plutôt le côté CTO. Donc moi, j'étais meilleur techniquement. Et Donc voilà. commercial. Et ouais, du coup, on est là tous les deux, on avait quand même pas mal la fibre commerciale. Ça nous plaisait bien et on kiffait. On était avec nos Vespa dans Bordeaux, on faisait le tour des agences. C'était trop cool. Par contre, tu savais que tu prenais toute la merde des agences, c'est-à-dire tous les trucs qu'elles n'avaient pas réussi à livrer dans les temps. Et tu faisais Ok. aussi avec les budgets qu'elles t'allouaient. Donc il fallait vraiment être flexible, mais par contre, tu avais du boulot tout le temps. Et c'est ce que j'adore dans la prestation de service, c'est que si tu veux trouver du taf, en fait, tu peux, quoi, clairement. C'est pas le meilleur taf, c'est pas les meilleures conditions de travail, mais il y a toujours moyen de trouver du taf en prestation de service. Ouais, et c'est très bien pour commencer, très bien pour apprendre très très vite. Tu vas pas forcément y rester toute ta vie, mais ça permet d'être au contact directement avec des vrais clients qui ont des vraies problématiques et comprendre un marché en fait. Ouais. Mais moi, c'est comme ça après que je suis passé à la suite parce que, en fait, en effet, ça t'amène des opportunités. Tu discutes avec des gens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ma première muse, mon premier business en ligne. Et c'est là que j'ai compris que la prestation, c'était trop bien, j'adorais. Mais il fallait aussi que j'arrive à avoir du revenu décorrélé de mon temps. Et ça a été mon premier business en ligne que du coup, j'ai eu. Parce qu'au départ, c'est une prestation qu'on m'a achetée et je me suis retrouvé avec cette muse sur les bras parce que j'ai jamais été payé. Ça, j'en ai déjà pas mal parlé, mais voilà, donc en fait, ça, c'est une opportunité que j'ai eue parce que il y a un mec qui cherchait un développeur web freelance sur Google, tu vois. Ok, et si t'en as beaucoup parlé, on peut un peu résumer ce que c'était, Ouais, mais non, bien sûr, pas de problème pour en c'était parler, ouais. non non mais du coup comment ça s'est fait? Quelqu'un te donne une mission, il te paye pas, du coup tu te Ouais. retrouves avec un business. Et c'était quoi ce business? Ouais, alors en fait, c'est une muse que cette personne-là avait acheté sur, à l'époque, l'ancien nom de domaine, c'était vente-de-site.fr. Je sais pas si tu te rappelles de cette plateforme-là. Waouh, ah Euh, ouais. et du coup, c'était un service autour de la téléphonie. Et alors, je peux pas vraiment donner la niche parce que, tu sais, c'est les muses. La muse, le principe, c'est que c'est des business Ouais. digitaux, donc du coup, qui sont complètement automatisés. Et il y a une très faible barrière à l'entrée. Donc, c'est facilement Sur- duplicable, etc. Aujourd'hui, en fait, il suffirait de donner la niche pour en fait que ça soit répliqué et que ça soit Ça existe et encore. ouais, ça existe encore. Ça fait encore un peu de revenus. Alors ça fait beaucoup moins Ok. qu'avant, hein, mais ça paye quelques trucs quoi. En effet, ça Ouais, paye les dans charges. les muses, si c'est 100% Google Ads, en effet, faut mieux faire gaffe à qui tu le dis. Ouais, Mais bon, si c'est SEO, etc., il y a quand même du taf quand t'es numéro un quelque part. ouais, c'est Vas-y clair. pour être délogé, quoi. Donc, Non, oui, vente de ça c'est site, sûr. Ouais, le mec, l'ancêtre de Dotmarket et qui a été maintenant racheté par eh, Dotmarket, ça fait plaisir. ouais, exactement. Et du coup, le mec achète ce site-là avec une énorme. Alors le site rank à l'époque en SEO et donc du coup il a des bonnes positions sur son mot-clé principal, etc. Mais par contre il n'y a pas de techno derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de service. Et donc du coup moi il me demande de coder le service. Donc je le fais et ça dure 3 mois à peu près, je crois. Et plus de nouvelles du mec. Le mec passe à autre chose. À mon avis c'est le genre de projet où le gars, tu sais, on l'a tous fait, ça, acheter des noms de domaine, acheter des trucs, vouloir lancer des projets, puis en fait on les oublie. Et clairement, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. À part que le gars avait quand même payé un bon prix son site. Donc bon, je sais pas, le mec disparaît. Et je me retrouve avec ce site-là qui rank un service qui est codé. Il reste plus que le PayPal à brancher. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'en plus, à l'époque, j'ai besoin d'oseille, tu vois. Je peux pas me permettre d'avoir bossé autant de temps et pas avoir de chiffre d'affaires qui rentre, pas avoir d'encaissement qui rentre. Et donc, du coup, je fais quoi? Et j'en parle autour de moi. Et au final, je décide de plugger mon PayPal dessus, le temps d'avoir des nouvelles du gars. Pas de nouvelles du gars. Et au bout d'un moment, je dis, attends, mais ça pue cette histoire et tout. Et là, il y a mes proches qui commencent ceux qui m'avaient encouragé à le faire, commencent à dire, attends, mais en fait, ça marche beaucoup trop. Là, t'as un risque si le mec se réveille et tout. C'est relou. Et je dis, bah attends, tu sais quoi, je vais répliquer le truc. Et au final, le nom de domaine principal s'est fait déboîter en référencement naturel parce que il y avait du bourrinage de backlink. Donc voilà, il prend un pingouin bien comme il faut. Et donc du coup, il descend aux oubliettes. Et moi, je remonte à un nom de domaine qui est propre. Je refais un peu de SEO. Alors clairement aujourd'hui, ça serait plus aussi facile de le mettre en place parce qu'en gros, on fait beaucoup de duplication de contenu, on fait beaucoup de backlinks, etc. Mais on essaie de le faire propre. Et donc le site remonte. Et très rapidement, genre un an après, je rencontre Johan, donc que tu as déjà reçu sur le podcast. Et on laisse tomber complètement le SEO et on se met sur Google Ads. Et là, clairement, c'est le truc qui m'a permis de plus jamais me poser de questions sur l'argent jusqu'à maintenant.
Ah ouais, à ce Parce point-là. que ce business-là, il est monté à 2 millions par an pendant un long moment. Et donc, ouais, c'était copieux. Alors, tu avais énormément de pubs, hein. Tu avais plus de 50% de pubs. Mais par contre, c'était génial parce que c'était un modèle à l'abonnement. C'était un mot-clé extrêmement simple et tout. Mais toujours avec l'angoisse de se faire piquer l'idée, entre guillemets. Parce que le seul truc que j'avais pas fait dans ce business-là, j'avais fait la technique, j'avais fait le SEO, j'avais fait les landing page, j'avais tout fait, j'avais fait le produit, mais j'avais pas cherché la niche. C'est pas moi qui avais détecté la niche. Donc, bah ça, il fallait voilà, j'avais peur du coup de pas arriver à le refaire. Et c'était une énorme angoisse pendant un moment de pas trouver l'idée de la niche, enfin de pas trouver la thématique. Et est-ce que tu penses que c'est un business qui pourrait se revendre ou juste parce que c'est si discret, à partir du moment où tu essaierais de le vendre, entre guillemets, il perdrait sa valeur parce que tout le monde le saurait? Parce que j'ai un Non, je business un pense peu que ça peut. similaire. Je te pose une autre question vraiment Ouais. égoïste. J'ai un truc vraiment Non, non, similaire. moi, non, je pense que ça peut se revendre. Par contre, il faut le faire sur des plateformes avec des tiers de confiance qui te permettent d'avoir la confidentialité jusqu'au dernier moment. Je pense que ça, c'est vraiment hyper important d'arriver à garder cette confidentialité tout en étant attractif. Donc, c'est dire, j'ai un super truc à vous vendre, mais je vais pas vous dire ce que c'est. En gros, c'est ça C'est dur, la ouais. mécanique qu'il faut arriver à faire. Mais il y a des plateformes qui le font quand même correctement. Et puis, sinon, il faut passer par un tiers, hein, il faut passer par un broker. Ok, donc tu t'es mis à full time là-dessus ou si c'était un peu passif, un peu Non, muse, tu faisais quoi à côté? ouais, bah, je continue à coder des trucs. Ok, Et clairement, c'est là aussi où je rencontre Baptiste, du coup, que tu connais. Et à ce moment-là, Baptiste, il me commence à me donner un coup de main sur de la rédaction, sur du SAV, etc. Et donc, on commence à collaborer. Donc, Baptiste, c'est mon premier collaborateur. Et donc, voilà, avec Johan du coup, que tu as reçu sur le podcast, Johan Elias, qui est très, très fort sur Google Ads et qui, du coup, a permis de scaler tout ça. Donc, on était les trois compères de cette muse-là, les trois collabs, et ça a super bien marché. ok. Donc ça c'était. Et on parle d'un truc d'il y a 15 ans, hein, quasiment, hein. Il y a 14 ans, je crois. Ouais. Ok, donc attends, t'avais quel âge pour. J'avais Enfin, 21. J'avais 21 donc, ans. et là t'as commencé à gagner quand même pas mal d'argent pour quelqu'un de 21 ans. Ouais. Là, ça a commencé à tourner super bien. Alors, le début de l'histoire, c'est 21 ans. C'est quand j'arrive à Périgueux et que du coup, donc il se passe quand même la première année en SEO et ensuite après on Ouais. scale. Mais oui, dans tous les cas, on a gagné beaucoup d'argent et ça nous a permis de lancer plein, plein, plein de projets. Plein de projets par la suite parce qu'on n'avait plus à s'inquiéter du côté financier des projets. Parce qu'en fait, on savait que dans tous les cas, on allait être payé. Donc voilà, c'est comme si on était fonctionnaire, si tu veux. On était fonctionnaire de notre muse, quoi. Et, Rentier. euh, et ouais, on peut dire ça. Et du coup, le problème, c'est que quand tu te soucies pas de la rentabilité d'un projet, bah souvent tu fais des projets de merde. Tu vois. Et notamment, j'ai lancé, après coup, j'ai voulu scaler mon agence web, enfin mon activité de freelance en agence web. Et j'ai voulu lancer une agence web qui était absolument pas rentable parce que je me suis staffé de dingue. Je crois qu'au bout de 6 mois, on devait être plus de 10 personnes. Au bout d'un an, on devait être 15. Et donc, j'ai scalé de dingue l'équipe commerciale, etc., etc. Alors, j'avais aucun skill commercial. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire, voilà, j'ai regardé ce que tu fais, ça m'intéresserait d'être accompagné, bah, évidemment, je vais lui savoir le vendre mon truc. Mais par contre, quand c'est quelqu'un qui a rien demandé, que je vais Ouais. démarcher via du scrapping ou via des techniques d'aspiration de données, etc., bah, en fait, clairement, c'est des stratégies bien particulières. Alors, aujourd'hui, j'ai tellement galéré sur ces sujets-là que je pourrais en parler un petit peu plus. Mais à cette époque-là, je sais pas faire ça. Il y a Flo qui me rejoint dans l'équipe, mais on ne sait pas vraiment faire ça. Lui, il avait fait du porte-à-porte en immobilier, etc., etc. Mais c'était une galère. Et donc, du coup, on a monté une agence. On a vendu des sites web et notre modèle était très simple. On était toujours sur la frustration de ce que faisaient à l'époque les pages jeunes. C'est un gros faiseur de sites internet pour tout ce qui était TPE, PME. Et on aspirait en fait tous les noms de domaine et tous les datas des sites pages jeunes, puisqu'il y avait des footprints, on pouvait détecter via des techniques de scrapping, on pouvait détecter si c'était des sites pages jeunes. On aspirait les données, on les contactait en disant votre site, très certainement que vous le payez X milliers d'euros par an. En fait, on vous proposait en fait de tout simplement arrêter cette mensualité, de faire un one shot une fois, et puis ensuite d'être complètement souverain de votre truc. C'était une super offre, mais le problème c'est que les commerçants à qui on s'adressait, très souvent c'était des restaurateurs, c'était des artisans, etc. Ils n'avaient pas conscience de leurs problèmes, vu qu'en fait ils ne savaient pas combien coûtait un site web et que ils n'en entendaient plus parler. Quand ils tapaient leur nom sur internet, ils remontaient. Ils s'en foutaient en fait de payer 250 balles par mois pour un site de 4 pages. Ils s'en foutaient. Donc ils n'avaient pas conscience du problème. Moi je le savais, mais parce que ça faisait X années que je voyais ça et je disais putain, mais quelle arnaque ce site pas jeune. Et en fait, eux ne savaient pas. Donc, grosse leçon de marketing en tout cas à ce moment-là, c'est
Si ton client il est pas conscient de son problème, va pas lui en parler, hein. Ouais, ça c'était ce que j'allais dire. C'est un bon rappel. Et en gros, ce que tu dis, c'est que vu que tu avais quand même des moyens entre guillemets illimités et que tu avais vraiment envie de scaler, tu t'es dit, euh, je vais pas vérifier s'il y a vraiment un business, je le lance quand même, je me staffe comme un ouf, j'ai des charges fixes et j'ai pas les revenus en face, et tu fais les erreurs de peut-être les startups américaines ultra financées qui savent pas quoi faire l'argent, mais on leur en jette, faut le dépenser, et peut-être que du coup t'as moins cette gestion intelligente et tu gères moins tes priorités. Ouais, exactement. Bah, c'est sûr. C'est sûr. Tu rates pas tes datas, tu regardes pas le temps qui passe, tu rates pas tout ça. Donc, forcément. Et après, aussi, hein, le temps que tu passes là-dessus, ça t'agace quand tu réussis pas. Quand tu as eu un business facile, parce qu'on va pas se mentir, Hmm. j'ai eu une chance inouïe de tomber sur cette première muse qui m'a mis à l'abri. Donc, c'est de l'argent facile. Et on sait ce que c'est l'argent facile. L'argent facile, ça t'apprend pas à bosser. T'as Et réussi à en donc, mettre de et côté, t'en as- ça t'a mis vraiment à oui, l'abri ou t'as... non, ouais, non, j'ai jamais été, j'ai jamais flambé. J'ai jamais flambé. Alors, j'ai dépensé des trucs, j'ai eu des bagnoles, des machins, des trucs. J'ai eu une vie très confortable, mais j'ai jamais perdu mon capital ou quoi que ce soit. Ça, pour le coup, jusqu'à maintenant, hein, ça pourra arriver plus tard si jamais j'ai des erreurs de gestion, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et j'en ai pas rencontré de problème. Mais quand t'as pas eu le goût du travail comme ça, etc., ça te frustre de ne pas y arriver. Parce que moi, je croyais que tous Hmm. les business étaient faciles. Forcément, j'ai jamais eu d'adversité. Donc, quand tu lances ton agence là, en plus l'agence, quand tu as une muse, tu peux pas trop en parler. C'est un peu secret. Quand on te demande ce que tu fais, bah tu dis ouais, je fais du e-commerce, je vends des trucs sur internet, machin. Et en fait, c'est entièrement faux. C'était pas du e-commerce, c'était du SaaS, machin. Enfin, tu vois, t'es pas très clair parce qu'en fait, t'assumes pas en termes d'identité, ça te remplit pas une muse, tu vois, ça remplit ton frigidaire, mais ça crée pas ton identité. Et donc du coup, cette agence, je sais très bien que je l'ai créée pour me créer une identité, pour avoir un truc à raconter. Et quand ça fonctionne pas, ça t'agace de ouf. Et donc voilà, parce que tu étais le roi du monde, on doit rouler en Porsche à 22 ans, mais par contre, par contre, à côté de ça, tu n'arrives pas à vendre des sites à 1000 balles, tu vois. Donc une galère enfin voilà, une galère en termes de mindset, j'ai appris à, là, enfin ça m'a gonflé. Et donc cette frustration. Et donc tu passes énormément de temps pour essayer de résoudre cette frustration sur le business pourri, et tu oublies de faire le minimum. Pourtant, ça t'en demande pas beaucoup sur la muse, et du coup, tu as ta muse qui périclite. Et donc voilà, parce que bah, forcément, quand tu t'occupes plus de ta maîtresse, tu as ta femme qui dépérit. Ben là, c'est pareil, tu vois, c'est pareil dans le business. Quand tu t'occupes de ton deuxième business, ben, tu as le premier qui dépérit. Donc voilà, c'est un peu l'apprentissage que j'en ai eu à ce moment-là. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet agent, je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Donc voilà, mais toujours pareil, c'est le pivot qui compte. Et cette agence, elle n'est pas restée agence bien longtemps. Donc voilà, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Bah ouais, et donc la leçon dont tu parlais, et ça je suis assez d'accord, l'ultra focus, un seul business à la fois. Je suis un très mauvais exemple là aussi, mais c'est vrai que on le voit toujours, hein, réussir à être focus sur une seule chose, c'est important. Après, là où c'est difficile, comme tu dis, c'est de dire ok là je suis dans ce business où j'ai aucune influence dessus, ça marche, c'est facile, etc. En plus, comme tu dis, c'est pas, ça apporte pas à mon identité, peut-être même pas à mon bonheur parce que ça, que je me lève ou que je me lève pas, ça tourne. Tu veux faire autre chose. Mais tu sais, c'est dur de choisir quand passer, quand fermer le business, quand tourner la page. Euh, ça veut dire c'est une autre problématique. Dans ton cas, c'était assez passif. Et du coup, là, tu te dis, ok, ça marche pas. T'as recruté comme un ouf. Si je comprends bien, t'as quand même bossé avec des gens que t'aimes bien. T'as aimé du coup peut-être certaines parties du business qui étaient l'équipe et le travail. Donc là, tu t'es dit, ok, on va pas fermer ça. On va faire autre chose. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, j'interviens pour donner des cours de lean management dans une école d'ingé. Et je sympathise avec le boss et avec sa femme, et on va boire des coups. Ils ont sensiblement mon âge, ils ont quelques années de plus, mais pas beaucoup plus. On boit des coups, on discute, machin. On sympathise, on crée une belle amitié. Et, euh, et ça, c'est juste avant le Covid. Il se passe quand même pas mal de temps. Et, euh, et, et à ce moment-là, il me dit, bah, tu sais, nous, on a un truc, ça s'appelle le CPF. Et en fait, on cherche des partenaires parce qu'on a une certification pour WordPress, donc qui donne accès à des financements pour apprendre à utiliser WordPress. Et peut-être que ce truc-là, si tu veux le greffer à ton agence, ben, ça te permettrait en fait d'aller chercher justement le petit truc supplémentaire. Parce que j'arrivais pas à trouver beaucoup de clients. Les clients, le- en gros, l'idée c'était d'en closer un par jour. Et on était sur des chiffres d'affaires qui étaient très faibles, on avait des charges qui étaient très hautes. On était des chiffres d'affaires par vente de site, je veux dire.
Donc, en Ouais. fait, on arrivait quand même à en faire un par jour, mais réellement, il nous en aurait fallu 3 ou 4 pour arriver à survivre. Mais par contre, une fois qu'ils étaient chez nous, ces clients-là, ils étaient fans de nous parce qu'on les traitait super bien pour le prix qu'ils payaient. Et donc, on arrivait à être super potes avec eux, on arrivait à leur vendre des super trucs. Voilà, on était hyper bien reçus, on avait un super relationnel client. Et lui, il me dit, bah, du coup, si tu as un super relationnel client, vends-leur de la formation. Et comme ça, en fait, tu leur as vendu le WordPress, tu leur vends la formation, tu doubles ton panier, etc. etc. Bon. Et je dis, ouais, je sais pas. Je sais pas, on verra. Moi, la formation, ça me dit rien. J'interviens de temps en temps dans une école, mais je sais pas. J'ai envie de faire ça. Et là, il y a le Covid qui nous tombe dessus. À côté de ça, moi, j'ai mon activité de muscle qui cartonne de dingue parce qu'on a scalé le truc avec Baptiste. Et donc, j'ai cette agence-là. Donc, c'est soit je la ferme, soit je sais pas trop. Et donc, j'ai mon activité de muse donc, qui après a eu un nom, qui est devenu un SaaS et tout, qui s'appelait Spicy. Mais j'ai toujours cette agence qui est un petit peu toujours mon truc un peu où c'est mon identité. Et donc, je me retrouve avec le Covid qui nous tombe dessus. Donc, autant dire que là, les commerçants, à ce moment-là, nous, on traite avec des artisans et des restaurateurs pour leur vendre des sites web. Autant dire qu'ils n'ont pas spécialement le cœur à parler de ça. Et là, on dit, on fait quoi? Moi, je me fais chier. L'activité de muse, elle pète vraiment. C'est à ce moment-là où vraiment on fait quasiment x3 pendant cette période-là. Et donc, moi, je me retrouve à faire pas grand-chose, à me faire chier. Et je me dis, bah, c'est quoi cette idée là de faire une formation WordPress? Bah, je vais me filmer pour la première fois. Je vais aller au bureau. Je vais me filmer. Et à tel point que j'étais pas du tout qualifié pour faire ça. Je me suis mis un pied avec mon iPhone en hauteur et je dessinais des wireframes de sites web depuis en haut sur une page, tu sais, sur un Ok. paperboard. Et donc, Trop bien. donc vraiment, c'était vraiment à l'arrache et tout. Et je dis à Johan, du coup, sur Google Ads, j'ai dit, viens, on lance une campagne, apprendre à créer un site internet WordPress, formation WordPress, etc., etc. On lance le truc. Au final, le premier mois, 20 000 balles de pub, 40 000 balles de chiffre. Donc, Et trop avec, cool. avec le côté CPF? Ouais, évidemment, parce que du coup, on passait par l'école en question. Et du coup, on lance ça. Et au final, ce truc-là, très rapidement, on se retrouve débordé. Il nous faut recruter des coachs, parce qu'on comprend en fait qu'il faut de l'accompagnement, il ne faut pas juste une formation sèche, etc. On fait évoluer le produit. Et, et là, à ce moment-là, ma femme de l'époque, qui s'occupait de gérer le SAV de mes muses, je lui ai dit, bah, en fait, tu vas gérer ce pôle-là, tu vas t'en occuper, parce qu'elle, elle faisait la gestion de projet déjà. Et j'ai dit, tu vas t'en occuper et tu vas essayer tu vas prendre ton indépendance sur ce projet-là. Et moi, je vais me concentrer vraiment sur mes muses. Et donc, je vais faire un petit peu la navette. Je serai l'image de la partie formation, comme j'étais l'image de l'agence. Mais par contre, je vais vraiment me focaliser sur le truc qui génère vraiment du chiffre d'affaires, qui sont les muses. Donc, j'avais Donc, tu avais déjà. appris Tu sais, de tes leçons. Il faut mettre l'énergie là exactement. où le ROI sur ton temps est le plus élevé. Exactement. Et moi, je lui ai dit, sur la partie formation, sur la partie WordPress, tu ne viens me solliciter que quand tu as réellement besoin de faire évoluer le truc ou quand il y a une nouvelle information dans l'équation. Donc voilà. Donc au final, l'équipe commerciale qui vendait des sites internet, elle s'est mise à vendre des formations. Et l'équipe technique qui faisait les sites internet sont devenus coachs. Et donc on a commencé à recruter des coachs, etc. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré Gabriel, que tu connais aussi, Gabriel Olek, etc. Et ils sont tous venus à ce moment-là dans notre écosystème. Et donc c'est ce qu'on a lancé la formation, on a scalé la formation WordPress Hero, qui a été un bon best-seller sur le marché. C'est là où on a rencontré Alice et Nico du coup de WP Chef, etc., et qui aujourd'hui sont clients du Mastermind. Donc voilà, à ce moment-là, ce truc-là, ça m'a permis de découvrir l'infoprenariat, l'organisme de formation, etc. Et donc, ça m'a mis un pied dans cet univers-là. Et donc voilà, donc cette agence s'est transformée en organisme de formation. C'est énorme. Et du coup, est-ce que tu dirais que sans l'agence, tu n'aurais pas pu en arriver là? Parce que du coup, ça t'a fait découvrir des choses, ça t'a fait apprendre à travailler en équipe. Enfin, est-ce que tu penses que, bon, bien sûr, on dit tout arrive pour une raison, mais quels sont les éléments que tu as gardés dans la transition et qui ont servi malgré, entre guillemets, des années un peu plus difficiles avec l'agence? Ouais. Bah, en gros, le truc que j'ai gardé, c'est que quand on a une expertise et qu'on n'arrive pas réellement à la distribuer dans l'état, en fait, il faut, bah, c'est assez bête, mais au lieu de tout balayer de la main, il suffit souvent de pivoter. Et donc, on avait appris plein de trucs. On avait appris à monter une équipe commerciale, puis ça avait été tellement dur qu'au moment où on se met à vendre des formations et qu'on apprend que dans le monde de la formation, ça s'appelle du closing, en fait, on a déjà des années d'expérience à se prendre des portes dans la gueule, mais au sens propre. C'est-à-dire que quand tu fais du tap-tap, que tu remontes toute la rue Fondodèche pour faire toutes les agences IMO et essayer de leur vendre un site internet, tu te prends la porte, elle te claque au nez. Bon, bah ça, du coup, ça te forme.
pareil, quand tu dois vraiment calculer les coûts de ton entreprise, calculer la rentabilité de ton entreprise, bah, ça aussi, ça te forme parce que quand tu as toujours eu de l'oseille, parce que tu as des muses, c'est comme si tu avais des parents qui étaient fortunés et qui te donnaient autant d'argent que tu veux. Bah forcément, tu as une éducation financière qui est moins bonne. Donc, ça nous a appris aussi, donc on a gagné en gestion, etc. On a eu une équipe ultra solide parce que l'équipe, elle s'est formée dans l'adversité. Donc, au moment où ça a commencé à tourner, on vendait des formations avec un ROS de 2 et tout. On était très contents. Donc, l'équipe, là-dessus, après, ça roulait. Donc, on a appris plein de choses. Donc, tu as appris à monter une équipe, manager. Si Ouais. tu donnais des cours de lean management, c'est que du coup, t'as dû apprendre à devenir un bon manager. Ouais, ouais, évidemment. Et puis le nombre de skills et d'apprentissage que ça nous a apporté, je serais incapable de le dire, mais ça a été ultra formateur. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là où moi enfin, je suis persuadé qu'on apprend beaucoup plus dans l'adversité que quand ça roule, tu vois. Parce que Ouais, t'en es la tu vois, preuve. je pourrais te parler de mes muses en disant voilà comment j'ai fait et tout machin, mais ça a toujours fonctionné, donc j'ai quoi comme apprentissage? J'ai pas Ouais. eu le temps de me poser la question dessus. J'ai plus eu le temps de me pignoler, excuse-moi le mot, en disant t'as vu comment je suis une machine de guerre, t'as vu comment j'arrive à faire du business en ligne, t'as vu Hmm. comment en fait je trouve une opportunité, je développe un produit, je la monétise et je scale tout ça. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, vu que ça a toujours fonctionné, j'ai jamais pris le recul nécessaire pour analyser ce que je faisais. Et voilà. Et quand vraiment tu t'emmerdes, et puis en plus de ça, j'aurais pu arrêter 1000 fois ce business. À cette époque-là, ça représentait, mais c'était que dalle en termes de chiffre d'affaires, c'était que des emmerdes. Tu vois. Là, on n'était pas dans un Pareto 80-20, on était dans un 95-5. 95% d'emmerdes, 5% du chiffre d'affaires de la boîte, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment nul. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu continuer? C'était de l'ego. Je voulais pas lâcher. C'était hors de question de lâcher. Et il fallait pivoter. Et ça a été ça, mais il a fallu encore une fois, un coup de pouce du destin. On appelle ça comme on veut, mais il a fallu un coup de pouce du destin pour qu'il y ait cette école qui me propose la certification WordPress, donc qui me propose de rendre finançables les formations, qui me, du coup qui me fasse confiance par rapport à ça. Il a fallu aussi qu'il y ait une pandémie où, au final, pour la première fois de ma vie, j'avais plus le rugby, mes muses, les agences. Là, j'avais plus rien à faire parce que je pouvais rien faire. Donc j'avais du temps à gaspiller. Donc une fois que tu t'es fait une séance de CrossFit le matin, que tu t'es fait un barbecue le midi, tu fais quoi du reste de la journée si tu veux? J'avais rien d'autre à faire. Donc du coup, je lançais un business. À cette époque-là, j'avais pas envie de lancer une muse parce que mon business de muse cartonné, il était structuré. Donc j'ai dit il y a ce truc-là, qui était dans la boîte à idées quelque part là, qui m'avait un peu challengé, mais tu sais, on t'en parle en début de soirée, tu prends une cuite, le lendemain, tu te souviens même plus qu'on t'avait proposé de faire de la voilà, mais ça revient 6 mois après et ça te dit, boum, allez, c'était peut-être une super opportunité. Après, tu avais aussi, du coup, je pense, j'ai l'impression, le bon groupe et tu étais content de te lever. Et même si tu faisais un projet, entre guillemets, de merde, parce que ça marchait pas avec l'agence, tu étais avec les bonnes personnes. Donc, tu t'es dit, la prochaine idée, on va la tester parce que j'ai la bonne équipe. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est euh, peut-être que quand, justement, je reviens à ce VC américain, même si je suis pas du tout dans ce monde-là et je préfère les boîtes qui sont comme toi, bootstrappées, ils disent, on parie sur une équipe, pas sur un projet. Là, c'est un peu la même chose. Tu avais la bonne équipe, tu n'avais pas le bon projet, peut-être. Enfin, en tout cas, tu as essayé de le pousser jusqu'au maximum et tu as eu l'intelligence de dire, OK, là, c'est peut-être trop, il faut faire autre chose. Et en fait, c'était la bonne équipe et que tu es juste dans le mauvais marché. Des fois, il faut peut-être se dire, OK, bon, ben, venez les gars, on fait autre chose. Et des fois, dans une opportunité de niveau 1 et tu en trouves une de niveau 10, tu prends les mêmes et tu fais le même travail, mais le ROI sur ton travail est x10. Ouais, c'est clair. Et là-dessus, je sais que je ne vais vexer personne dans l'équipe. La puissance de cette équipe-là, pourquoi elle est autant agile? Parce qu'en fait, elle n'a pas des hard skills incroyables. Nos vendeurs sont pas des excellents vendeurs, nos codeurs sont pas des excellents codeurs, etc., etc. Euh, et en fait, on est tous en pâte à modeler dans cette équipe-là. Et moi, le premier, tu as bien vu quand je te parlais de faire bosser les gars de l'école à l'époque en freelance pour les agences. Là aussi, pareil, c'était une pirouette, quoi. Et en fait, ils ont énormément de cœur. On a beaucoup de soft skills. On n'a pas peur de bosser. On a juste envie de le faire ensemble. Ça, c'est clair qu'on a du mal à bosser quand on n'est pas tous ensemble. Ça, c'est sûr. C'est une équipe qui fonctionne bien comme ça. Mais par contre, en hard skill, ouais, on n'est pas du tout les meilleurs. Et c'est justement parce qu'on n'est pas les meilleurs qu'on est ultra adaptable et qu'on trouve à chaque fois des super opportunités parce qu'on pivote au bon moment. C'est que des gens qui ont évolué. Tu parlais de Baptiste au début que tu as recruté tu parlais d'autres choses. Aujourd'hui, c'est un expert Facebook Ads, donc il a dû Ouais, apprendre beaucoup. exactement. Flo, pareil. Flo, il est venu pour faire du commerce. Aujourd'hui, il fait de la formation. Alice, elle est venue pour faire du SAV. Maintenant, elle fait de la gestion de projet à un très bon niveau. Voilà. Gab, au départ, il est venu pour être coach WordPress. Maintenant, c'est un super CTO.
Là, je te cite que ceux-là, mais enfin, il y en a un peu moins de 30. Je vais pas toutes les faire, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais, t'as une belle équipe, on parlera de comment ça a évolué. Donc ça, c'était le premier pas dans, on va dire, l'infoprenariat, comme tu disais. Et qu'est-ce qui s'est passé Ouais. après, du coup, cette formation? Ouais, bah alors à ce moment-là, du coup, on a vraiment les deux business qui cartonnent. Et dans le programme, donc c'est en gros, tu fais ton site internet en un mois, hein. Le programme, la promesse, elle est très simple. Et on se rend compte en fait que les personnes qui vont taper dans Google se former à WordPress, très souvent, ils sont tout au début de leur projet entrepreneurial. Très souvent, ils n'ont même pas encore quitté leur job de salarié. Et le premier pas vers l'entrepreneuriat, c'est de dire, je vais faire un site internet, je dis n'importe quoi, je veux devenir architecte d'intérieur, je vais quitter mon job pour devenir architecte d'intérieur, je vais faire mon site pour commencer à en parler, puis je vais faire les démarches, je vais demander mon pôle emploi, etc., etc., et je vais lancer mon business. Donc on se rend compte qu'en fait, le site internet, c'est la première pierre à l'édifice de la boîte, quoi, de l'entrepreneur. Et nous, on leur dit, bah, très bien, quand ils sont en coaching, on leur dit, bah, très bien, donc on va parler de votre business. Qui sont vos clients? J'ai pas encore de clients. Ah, quel est votre, voilà, comment vous vous positionnez en termes de pricing, en termes de, voilà, quels sont ces éléments-là, en termes d'offres et tout, vous en êtes tout. Bah, ça, justement, j'aimerais bien qu'on m'aide là-dessus. Ah, d'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des photos de réalisation? Ah non, pas encore. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, on se retrouve à devoir faire un site internet, leur apprendre à faire le site web, parce qu'évidemment, tu as compris, on leur apprend à faire un site web, mais ils font leur propre site internet. Et on se retrouve avec des futurs entrepreneurs. Et donc, on doit faire un site internet, mais sur un business qui n'existe pas encore. Donc, on va pas mettre du lorem ipsum partout et des photos de banque d'images. Et en fait, on se retrouve à devoir les coacher sur qu'est-ce qu'un avatar client, qu'est-ce qu'un problème à résoudre, qu'est-ce qu'une bonne solution, etc., etc. Et donc, on commence à les coacher sur monter une offre, monter une boîte, devenir entrepreneur. Et donc voilà, et moi, ça fait des années que je suis associé avec David Taristas, du coup, qui lui est expert comptable. Et on avait énormément de demandes sur la partie est-ce que je dois mettre en auto-entreprise? Est-ce que je dois mettre en SARL? Est-ce que je dois mettre en SAS? Comment ça marche si j'ai une autre activité à côté, si je suis fonctionnaire, si je m'approche de la retraite, etc. Et donc, on faisait aussi du conseil sur la structuration juridique. Et, euh, et donc, voilà, donc ce business-là marchait super bien. Ça faisait à peu près, comme je te disais, entre 40 et 50 000 par mois, avec à peu près une rentabilité de 50%. Et je dis, bah, ça, c'est super bien, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher les créateurs d'entreprise et adapter notre formation pour s'adresser non pas aux créateurs de sites internet, mais aux créateurs d'entreprise, puisque c'est ce que réellement ils sont. Et donc, on va aller chercher un peu plus loin on va aller chercher un petit peu plus loin dans l'entonnoir. Et c'est là où on a lancé l'incubateur Entreprendre. Et donc, l'incubateur Entreprendre, c'est un organisme de formation. On a converti WordPress Hero en incubateur Entreprendre. Toujours pareil, finançable, etc. par le CPF, et on a pris le cheminement comme un peu un tube de dentifrice. Vraiment, on a déroulé dès le départ. Au départ, c'est comment je trouve une idée de business, comment je vais mener ce projet de création d'entreprise en parallèle de mon job, comment je sécurise mes revenus, comment je dépose les statuts de ma boîte, comment je vais créer une offre, comment je vais avoir des premiers éléments de preuve sociale pour rassurer mes clients, comment je distribue tout ça, comment je scale, comment je recrute, etc. etc. Et ensuite, comment j'ai une boîte qui cartonne. Donc l'incubateur, c'est vraiment ça. C'est vraiment du début à la fin. Je suis salarié, j'ai une idée de business, j'ai une envie de business. Comment je valide tout ça jusqu'au moment où je recrute et je suis un réel entrepreneur. J'ai une réelle boîte. Ce que je retiens qui est incroyable, c'est que c'est comme un peu avec ton agence. Quand tu as eu de l'agence, tu as eu des clients. Quand tu as eu des clients, t'ont donné des vraies problématiques de la vraie vie. Et donc, ça t'a donné des idées de business. Là, c'est pareil. Tu as un business avec des clients. Tu leur parles et tu te rends compte que peut-être l'opportunité de niveau 10, elle est ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir fait celle de niveau 1. Il faut avoir bossé avec ces gens-là. Il faut avoir découvert ça. Ouais. Euh, Dans le premier business, tu as directement, c'est fou d'ailleurs parce que quand même, tu parles d'une niche, tu parlais de chercher une niche, la niche Google Ads sur créer un WordPress, je me suis dit, je me disais que c'était saturé. Non, toi tu l'as fait, vous avez réussi à trouver une place. Là, sur créer un business, dans ma tête, c'est hyper saturé. Ouais, c'était saturé, mais avec les éléments. On avait un unfair advantage, c'est qu'à l'époque, personne ne faisait de la prise en charge CPF, à part WP Hmm, Marmite, ils n'étaient pas sur Google. Ils étaient en ok. SEO, mais ils n'étaient pas en SEA. Donc vous convertissiez beaucoup mieux que n'importe quel autre. Ouais, exactement. Quand tout le monde propose une formation à 250 balles payable en carte bleue, nous on prenait 1005 mais en CPF, sans avoir à Waouh. débourser. Donc forcément, c'est un unfair advantage.
Et là, Il du faut coup, remettre en contexte aussi ouais. ces notions de concurrence et de difficulté de niche. Il faut toujours remettre en contexte. Ok, et ce que j'aime bien, c'est ton humilité. Donc là, si je comprends bien, ce que tu dis aussi, c'est, une fois de plus, c'est ce hack du CPF qui a fait une énorme partie du business aussi. Ouais, bien sûr, tout le temps. Tout le temps. Moi, je pense Wow. vraiment, on n'est pas des génies. Tu vois, juste, faut identifier le truc qui va nous permettre d'accélérer. Tu vois, c'est vraiment le, quel est l'élément qui va nous mettre un coup de boost. Tu vois, c'est vraiment le nose, tu vois, dans la bagnole dans Fast and Furious, quoi. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui nous fait doubler tout le monde, c'est ça. Et du coup, pour le pivot, on va encore laisser un pivot. Est-ce que tu testes le marché, tu fais pareil, tu lances des campagnes avant d'avoir lancé? Non, Là, c'est là-dessus, un truc. Est-ce que tu testes avant de lancer le business ou est-ce que tu lances et tu vois comment trouver les clients plus tard? non, là-dessus, en fait, toujours pareil, je cherche comment je vais pouvoir distribuer. Pour moi, de toute façon, la Ouais. distribution, c'est toujours mon sujet. C'est comment je distribue, comment je bourrine en distribution. Une fois, de toute façon, j'ai une idée à peu près claire d'un truc, il faut que je la valide. Et pour la valider, je lui mets un maximum de volume, un maximum de trafic dans le pipe pour voir si ça pète ou pas. Euh, et là, à ce moment-là, il y a un truc que j'ai appris sur mon business de muse en parallèle, toujours pareil, c'est l'affiliation. Parce qu'on était des énormes bourrins de Google Ads avec Johan. Euh, on faisait toujours du Google Ads, on faisait du Google Shopping, etc. Parce qu'on avait lancé d'autres types de muses, plutôt en mode e-commerce avec Spicy et tout. Mais en fait, le truc qui nous fait accélérer, c'est qu'on découvre l'affiliation. On se dit, putain, mais l'affiliation, c'est absolument génial. C'est du revenu cher. Donc, on partage du chiffre d'affaires avec des affiliés qui, eux, nous envoient du trafic. On s'occupe de la livraison, on s'occupe pas de l'acquisition. C'est absolument génial. Et je me dis, mon OF, mon OF, mon organisme de formation, l'incubateur entreprendre, il faut que je le distribue exactement de la même manière. Et donc là, je contacte tous les infopreneurs de mon réseau. Donc, infopreneurs, des gens qui vendent des formations, euh, qui vont former à des compétences métiers. Je prends un exemple. J'ai un infopreneur ultra connu dans mon réseau qui est un ami qui vend des formations pour devenir coach sportif. C'est basique. Voilà. Il va leur apprendre comment prendre en charge le client, comment faire de la satisfaction, comment avoir des résultats dans tel cas de client, comment avoir des résultats dans telle situation, etc., etc. Il ne s'occupe pas du tout de la partie business. Et moi, je vais le voir, je lui dis, écoute, j'ai un truc, j'ai le CPF. Moi, ce que je te propose, c'est d'être affilié avec toi. Mais vu que j'ai du CPF, les gens, ils vont pas utiliser leur budget, donc ils vont pouvoir continuer à acheter tes programmes. Mais par contre, moi, je vais leur apprendre un truc qui va les aider à devenir de meilleurs coachs sportifs, parce qu'ils vont trouver plus facilement des clients. Ils vont mieux vendre leurs offres, parce que leurs offres seront mieux designées, et ils vont pouvoir mieux communiquer, etc. C'est tous les sujets que toi, tu ne gères pas. Et ces infopreneurs-là, donc là, je t'ai pris l'exemple de un, mais j'en ai un, il apprend à des mecs à monter des garages automobiles, à devenir des professionnels de la mécanique. J'en ai, c'est pour devenir archi d'intérieur, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Enfin, il y en a d'autres, c'est pour monter une agence de communication. Enfin voilà, tous, en gros, des gens qui veulent monter des business en ligne, quoi. Des business de service, mais appuyés par le digital. Et moi, je me suis greffé à tous ces gens-là. Et je leur ai dit, quand vous avez des clients, envoyez-les-moi. Comme ça, en plus, on les prend en charge, parce que nous, notre programme, il sera en synchrone, il sera sur Zoom. Il y aura très peu de capsules vidéo, du moins, il y en aura beaucoup, mais ça ne sera pas le gros de la valeur. Et envoyez-moi vos clients. Et c'est comme ça qu'en 2 ans et demi, on a formé 8500 personnes, là, à date là, en se greffant avec tous les gros. On s'est greffé à tous les gros infopreneurs qui, eux, formaient à une compétence métier et nous, on formait Ouais. une compétence transversale. Et donc voilà, donc, évidemment, on leur reversait une partie du chiffre d'affaires, mais on n'avait pas d'acquisition à faire. Donc ça a été ça notre super unfair advantage. Tu appelles ça un unfair advantage, j'ai dit le mot hack. On peut appeler ça aussi une opportunité business. Je pense que là où tu as été bon, c'est vraiment trouver des niches ou trouver des trous dans le marché finalement. Tu dis, attends, si j'ai ça et lui il a ça et on le met ensemble, en fait, on a un business qui n'existe pas. Exactement. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, c'est compliqué à répliquer. C'est très compliqué à répliquer parce qu'aujourd'hui, monter une formation éligible au CPF sur la création d'entreprise, tout le monde l'a fait. C'est le code France Compétences le plus utilisé. C'est normal parce qu'en fait, il est facile d'accès. Mais le distribuer aussi bien que nous, ça va être compliqué parce qu'il va falloir être aussi pote avec tous ces mecs-là que moi je le suis déjà. Et forcément, ça va être compliqué, comme si c'était le cas contraire. C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est juste parce que je l'ai fait assez tôt. Mais dans le cas contraire, je ne pourrais pas répliquer ça non plus. Si je veux le faire une deuxième fois dans un autre business, j'ai pas les mêmes attributs, j'ai pas les mêmes avantages, donc du coup, j'aurais pas les mêmes, voilà, j'aurais pas ce raccourci. Ouais, l'unfair advantage, il était aussi dû au bon endroit, être la bonne personne, au bon endroit, avec le bon réseau, au bon moment, etc. Donc ça, t'as formé plus de 8000 personnes. Euh, comment Là, ça a évolué et... à ce moment-là, par contre, je te dis, j'arrête les muses. Je laisse tomber les muses. Mon business là, il est bien trop gros Ah ouais, pour. ok. J'arrête les muses, c'est-à-dire.
j'arrête de développer des muses. Je les laisse tourner, je garde du SAV. Mais par contre, là, je me focus uniquement sur un truc. Ça résout mon problème d'identité. Donc, je sais pourquoi j'entreprends. Hmm. Ça nourrit mon storytelling en disant ben, j'entreprends depuis plusieurs années, j'ai eu tel résultat, j'ai été freelance, j'ai eu une agence, j'ai monté des muses, donc j'ai fait du e-commerce, j'ai monté de la formation. Donc, si vous voulez, je vous explique comment j'ai fait à travers l'incubateur. Donc, ça résout problème de revenus, identité. Je continue à bosser avec la même équipe. C'est le business C'est ce que parfait j'ai te pour moi. Je tombe demandé. dans C'est une ce que sorte j'ai te demandé. d'ikigai. Ok. Ouais, je tombe dans une sorte d'ikigai parfait, quoi. Et en plus de ça, ça me permet de nourrir avec le podcast, etc. On a des super chiffres, on a de la super preuve sociale, ça cartonne, c'est génial. À ce moment-là, c'est absolument génial. Tu parles d'ikigai, identité, ce genre de choses, c'est-à-dire que tu es hyper conscient de ce genre de choses. J'ai l'impression que tu t'es pas dit, moi, c'est que le business ou que le bonheur ou que juste pas travailler ou j'en sais rien. Tu passes du temps à te former, à lire des livres là-dessus, ou juste à te dire, je Ouais, me cherche et je veux le bon mix. alors tu me dis, je me le suis pas dit, si je me le suis dit, mais j'ai arrêté de me le dire. C'est-à-dire qu'en T'as gros, commencé comme oui, ça. au départ, c'était que le revenu. C'était que le revenu, j'avais le rugby qui était cool, qui m'amusait, mais il me fallait du revenu à côté. J'avais pas du tout envie d'aller prendre un taf conventionnel. On va pas se mentir, c'était ça qui me drivait. Enfin, moi, mes parents, ils avaient une situation qui était normale pour des gens de la campagne, plutôt même confortable, etc. J'ai une éducation qui était cool, j'ai jamais eu aucune contrainte, etc. Je voulais surtout pas régresser, tu vois, socialement. Donc ouais, moi j'étais drivé par ça au départ, pas te mentir. Mais est-ce que c'est bien, c'est pas bien? En tout cas, c'est pas top à entendre, hein. Les gens doivent dire ouais, machin. Mais en tout cas, j'ai identifié que c'est ça qui me drivait. Mais par contre, ça m'a pas drivé pendant très 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 longtemps. Une fois que je me suis sécurisé, que j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai jamais gaspillé mon argent. J'ai acheté ma maison, moi j'ai eu mon gosse à 24 ans, j'ai eu la deuxième à 28 ans. Enfin voilà, moi je me suis marié tôt aussi. Je suis catholique, je suis pratiquant, j'ai toujours été drivé par cette culture-là et ces valeurs-là. Donc j'ai fait une famille très tôt. Voilà, j'ai pas fait Dubaï et compagnie, même s'il y a des gens très bien, Hmm. très certainement à Dubaï, mais c'était pas du tout ça l'ambiance. Mais au bout d'un moment, quand t'as de l'argent qui tombe trop facilement, tu sais pas comment le gagner et donc tu as un problème avec l'argent. Et t'as pas un problème parce que tu le dépenses mal ou parce que tu le dépenses pas, justement, parce que tu flambes ou t'es radin. Tu as juste un problème parce qu'en fait, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc, moi, mon challenge, ça a été ça. Et je me suis posé des questions. J'ai rejoint un mastermind, le mastermind de Romain Collignon, dans lequel je suis toujours d'ailleurs. Et Romain, il m'a fait faire des exercices sur la vision, sur les valeurs. Et ça m'a aidé à comprendre qu'il y avait des trucs qu'il fallait que j'arrête. Et je savais Hmm. que mes muses, tant que je les avais, si j'avais pas un changement radical, tu sais, c'est un peu comme ton ex. Ton ex, si t'as pas décide pas d'une manière radicale de plus la fréquenter, tu sais que tu es toujours un peu picousé. Mais là, c'était pareil. Il fallait que j'arrête euh, d'une manière radicale ce business qui m'amenait de l'oseille sans que j'ai à travailler. Il Hmm. fallait que j'arrête. C'était pas possible. Sinon, j'y serais encore. J'y serais encore et je serais encore perdu. Ouais. Donc, C'était ton filet de donc voilà. sécurité. Ouais, Et mais c'était aussi le truc, le plafond de verre aussi, tu vois, d'un côté. ouais, Sur le plan de t'as développement brûlé les personnel. bateaux. Ouais, Ouais, c'est exactement ça. exactement, pas le choix. Et alors, je l'ai fait, comme je t'ai dit, en ayant eu ma maison qui était payée, j'ai pas de crédit sur Voilà. la maison, en ayant investi dans de l'immobilier, etc. Attention, hein. Voilà, je l'ai fait sans prendre aucun risque. Et en fait, ça n'a changé absolument rien sur mes revenus, parce que du moment que je me suis libéré de ça, il y a eu l'incubateur, et l'incubateur a dépassé en chiffre d'affaires ce qu'on faisait en muse. Pour donner à peu près une idée de notre chiffre d'affaires, à l'époque, on n'avait que la première muse, on faisait 2 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, on a créé Spicy, on a fait 6 millions 4, 6 millions 2, donc 2 fois 6 millions. Et l'année où on lance l'incubateur, on fait 11 millions. Donc tu vois, vraiment en termes de chiffre d'affaires, tu vois, on lâche le truc, tu as trop peur que ça te mette au tapis, et en fait, au final, non, ça te fait décoller. Donc voilà, vraiment, la relation à l'argent, ça a vraiment été un sujet. Et évidemment, quand à l'époque, on me disait, ouais, ta relation à l'argent et tout, j'avais qu'une envie, c'était de mettre des énormes coups de tête aux gens qui m'en parlaient. J'assumais pas du tout ça. J'étais pas du tout conscient de mon problème. Mais maintenant, évidemment, quelques années après, forcément, je me rends compte des patterns. Ok, donc ça t'a permis, enfin, t'as dû arrêter les business d'avant pour pouvoir vraiment faire exploser ceux d'après. Et du coup, Exactement. t'as arrêté tous ces muses, t'as vendu, t'as fait quoi? Non, les muses, en gros, une muse, quand on dit que c'est passif si tu le délègues bien. Mais tu as toujours besoin de faire un petit peu de. Bah, déjà, tu as toujours de la publicité qui tourne, donc tu as besoin d'avoir un mec qui gère la pub. Le SAV, c'est un énorme business de SAV. Parce que vu que moi, mes muses, je les fais à l'abonnement. Si jamais j'ai trop de SAV, je vais trop perdre d'abonnés, etc. Je risque d'avoir des problèmes de plainte sur mes paiements. Et donc, du coup, je risque de perdre mes processeurs de paiement, donc perdre tous les abonnés que j'ai accumulés, etc. Donc, il y a un vrai travail de SAV. Puis il y a un travail de CRO, il y a un travail d'optimisation des pages, évidemment.
tu as la concurrence qui augmente parce que évidemment tous on regarde ce que font les copains, donc forcément on adapte nos produits, etc. Et si toi tu arrêtes de t'y intéresser, ben, ta muse elle périclite. Donc moi c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai toujours des revenus automatiques qui tombent des muses, évidemment. Moi dans tous les cas je veux que mes revenus personnels, mes charges fixes soient financés par des muses. Ça c'est ma Ok. constante. Mais j'arrête de les développer et surtout je n'ai plus accès à rien. C'est-à-dire que j'ai juste des reporting. Et comme j'avais dit à Alice à l'époque de la partie formation, c'est les gars, quand vous avez un problème sur un site ou quand il y a une nouvelle information, etc., à ce moment-là, consultez-moi et on se fait une réu pour ça. Mais ne me consultez pas pour les choses du quotidien. Je ne dois pas m'en occuper. Donc tu développes plus du tout, tu as 100% d'élèves, tu as quelqu'un ou plusieurs personnes qui gèrent chacun leur partie. Toi, tu dis non, je veux plus du tout en entendre parler. Mm, Si ça meurt, exactement. entre guillemets, c'est pas trop grave parce que tu as besoin de ça C'est ça. pour sauter dans le vide. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, j'ai associé mes collaborateurs qui, au départ, étaient freelance ou salariés et je les ai associés au projet pour qu'ils aient une part variable, etc. Donc aujourd'hui, je touche plus des royalties sur les muscles que j'ai lancés, moi, il y a plusieurs années, que réellement autre chose, quoi. Ok, et du coup, une fois que tu as eu cette entre guillemets nouvelle victoire, business, tu as l'équipe, etc., tu es hyper aligné. Je sais que maintenant, moi je suis client de ton mastermind, donc tu as eu d'autres projets qui sont nés. Qu'est-ce qui fait que tu étais encore drivé? Qu'est-ce qui fait que ça a évolué? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que c'est moins l'argent, c'est d'autres choses? Comment tu as évolué là-dessus? Ben là aussi, pareil, euh, on marche par cycle. Et moi, je suis très bon pour faire des builds, mais je suis un peu moins bon pour scaler, comment dire, pour, je suis très bon pour la phase 0 à 1 ou 0 à 1000 0 à si 10 tu veux. millions, 0 à 10 millions, Mais par c'est contre, pas... après, le coup d'après, être résilient, etc. Moi, je suis pas un mec très résilient. Clairement, on pourrait dire que c'est un défaut. Alors, c'est c'est- c'est un défaut, mais il y a aussi Après des nous avoir qualités raconté l'histoire de l'agence, j'ai pas l'impression que ça te Ouais, mais caractérise beaucoup, mais là, c'était vraiment une histoire d'ego, hein. C'était l'ego qui m'a drivé. ok, Mais sinon, ok, tu vois, un business qui marche, je peux vite me lasser, du moins. ok. Par contre, si ça marche pas, je peux m'entêter. Ouais, Ça, c'est vrai. c'est Là où ça, t'as raison. c'est ça. Donc, ouais, c'est plus ça. Et donc, du coup, là, je me fais un peu chier à ce moment-là dans le business. C'est bien délégué, l'équipe fonctionne, etc. Donc, sur l'incubateur entreprendre, qui est à ce moment-là mon seul business, hein, et je me dis, bah, je vais développer un truc parce que on se rend compte que quand nos affiliés marchent super bien, ben, on rentre du chiffre d'affaires. Mais s'ils ont un peu moins envie de bosser, ben, nous, on rentre plus de chiffre d'affaires parce qu'on est adossé, on partage du revenu avec eux. Et donc, je vais dire, mais comment en fait, je pourrais motiver et coacher mes affiliés? Et là, je fais le point avec Baptiste, avec Johan, avec Gab, et je dis, il faut. Donc, Baptiste fait du Facebook, Johan, il fait du Google, Gab, il est CTO, il fait des super funnels, etc. Et il y a Flo également qui fait du closing. Et donc, je me dis, à nous tous là, en fait, on a les compétences d'une agence. Et il faut qu'on soit l'agence de nos affiliés. Comme ça, on boucle la boucle. C'est-à-dire que quand nos affiliés disent ah non mais là on peut pas lancer parce qu'en fait au final on a un problème de pub sur YouTube. Qu'on dise attends, bouge pas. En fait on va bosser avec toi. On bouffe dans la même gamelle donc on va te donner un coup de main. Quand il te dit bah en fait j'aimerais bien scaler mais je manque de closer. Attends bouge pas. On va closer aussi avec toi, etc. etc. C'était ça mon idée de départ. Un petit peu l'utopie derrière ça Ok. c'était ça. Et là je me dis comment on peut devenir leur agence euh, et comment on peut surtout comprendre leurs problèmes à un bon moment, qu'on puisse vraiment être leur conciergerie, leur confident. Et sans forcément envoyer le fameux mail tous les lundis en mode hey, salut Bernard, alors tu pousses quand tes mails pour qu'on puisse vendre ensemble du business, tu vois. Non, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans une relation. Et j'ai dit, bah, faire une journée de mastermind à Bordeaux, on va réunir tout le monde, ça va être complètement gratuit. Et je vais mettre mes affiliés avec mes prestataires marketing dans la même pièce. Et si ça se passe bien, logiquement, je gagnerai de l'argent à la fin. Tu vois, c'est un truc, voilà. Et donc, on fait ça sur une journée à Bordeaux. On fait ça à l'hôtel Regina à Bordeaux. Super journée et tout. Et, et là, je me dis, putain, en fait, ce mastermind, là, cette journée de séminaire, c'est trop bien. Et en fait, c'est ça la suite. C'est ça la suite de l'incubateur. Au lieu que ce soit nos affiliés et nos prestataires marketing, ça peut peut-être être nos futurs, les personnes qu'on incube aujourd'hui qui seront nos futurs clients de demain dans le mastermind. C'est peut-être en fait la suite du programme. C'est pas un moyen de mieux vendre, c'est peut-être un moyen de créer de la LTV. Au lieu d'essayer de mieux vendre en front, autant essayer de créer de la LTV par la suite. Les gens viennent se former et ensuite ils rejoignent le mastermind. Au lieu de toujours bourriner en distribution, qui avait été mon gros point fort, je me dis peut-être qu'il faut que tu bourrines maintenant sur le produit. Et c'était ça le cheminement. Et donc là-dessus, ben, j'ai rempli assez facilement, parce que j'avais déjà mes affiliés qui, eux, étaient intéressés pour continuer. J'avais mes prestataires marketing qui, eux, étaient intéressés pour continuer, parce qu'au final, ils avaient réussi à faire du business ensemble.
donc ils étaient contents. On avait levé plein de challenges pour eux, donc on les avait aidés à résoudre des problèmes de business. Et puis derrière, on a fait un petit peu de communication. On a fait une belle vidéo, un beau teasing. Euh, on en a parlé, on en a parlé sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le mastermind, il est rempli. Et que de gens en plus passionnants. Donc, comme tu disais, tu es dans le mastermind. Il y a Johan qui est venu sur ton podcast qui est dans le mastermind. Voilà, on a plein de gens hyper chouettes. Et donc, voilà. Et donc, c'est vraiment un business de cœur parce que c'est un truc que j'adore faire. J'adore vraiment ce truc-là. Et il y a un petit côté aussi, on rend le truc parce que moi, ce qui m'a permis de changer, de résoudre plein de problèmes, ça a été de faire un mastermind chez Romain et donc de lancer mon mastermind. Et d'ailleurs, Romain m'a beaucoup soutenu dans le lancement de mon mastermind. Euh, je trouve ça cool. Moi, ça m'a aidé, donc autant que ça aide les autres. Tu vois. Donc voilà, et donc le concept du mastermind, c'est on se rejoint tous les vendredis matins pour un Servoco donc c'est en Zoom où on fait où on défonce des problématiques, les problématiques du moment. Une fois dans la semaine, je suis d'office hour, c'est-à-dire que toute l'après-midi, je suis disponible pour répondre à tous les membres. Et puis une fois par trimestre, on se rencontre physiquement pour faire déjà écouter des super conférenciers et puis manger dans des bons restos et se mettre des super cuites et faire des super fêtes. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc ouais, ça a démarré en disant, ok, comment... Ah, tu t'es dit, je pense que si je mets les bonnes personnes dans la même pièce, il va se passer des choses positives. Toi, tu t'es dit, en fait, je m'éclate, c'est ma zone de génie, je suis heureux. Putain, ça peut devenir un business, c'est génial. Ouais, exactement. Et au départ, c'était vraiment pas prévu pour être un business. Et c'est en découvrant le kiff que j'avais à le faire que je me suis dit, attends, là, tu touches à un truc, c'est l'étape d'après. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un peu débugger les business quand même. J'ai passé beaucoup de temps sur des business pourris à essayer de les faire fonctionner. Donc, moi, j'adore quand on vient me voir et qu'on me dit, attends, j'ai une galère dans mon business, là, j'ai Ouais. un problème là, ça a fonctionné, ça fonctionne plus. Est-ce qu'on peut vérifier, tu vois? Un peu Dr House, tu vois? Ben, ça, j'adore, tu vois. Ça, j'adore ces moments-là. Et le mastermind, ben, c'est vraiment le meilleur véhicule pour faire ça, quoi. Clairement, ça correspond totalement à tes qualités, à ce que tu aimes, ce que tu veux. Tu dis, du coup, c'est l'étape d'après. Tu me disais un peu hors antenne. Cette étape d'après, ça devient un peu ton actu. Ouais, Est-ce qu'il y a des news par rapport à ça, non? ouais. Bah alors, comme je te l'ai dit, c'est une news en exclu, donc très certainement que c'est celle que je reprendrai pour faire l'annonce officielle. Mais bon, en gros, dans mon podcast, j'en ai un petit peu parlé, etc. Moi, donc, sur la partie incubateur, je suis associé donc avec David et Alice. Et en fait, Alice, donc c'est mon ex-compagne puisqu'on s'est séparés. On a décidé de divorcer, etc. Et dans la séparation, on a décidé également que David et Alice allaient racheter mes parts de l'incubateur. Donc, je viens de faire mon exit, je viens de vendre ce business-là pour me concentrer pleinement et uniquement sur le mastermind. Donc, voilà, je suis très très content de la façon de mes années dans l'incubateur. J'ai adoré amener ce projet à 8500 élèves. Ça, c'est génial. Sur la partie opérationnelle, je fais 100% confiance à Alice pour bien driver l'équipe et driver les coachs et bien accueillir les membres, les élèves. Et puis pour la partie financière, je fais évidemment ultra confiance à David. Et ça ne va rien changer dans le business puisque c'est déjà eux depuis des années qui font rouler ce business-là, qui font tourner cette activité. Et donc moi là-dessus, je reste évidemment pas très loin parce que j'ai forcément de l'affect pour ce projet, mais je suis officiellement plus associé de l'incubateur entreprendre. Voilà. Ok, donc nouvelle étape. Et tu disais, t'es passé d'un business, enfin, t'as peut-être fait peut-être un cycle, un tour. T'es passé d'un business avec beaucoup de monde. Il y a combien de personnes dans l'équipe? Ouais, on était un peu moins de 30, on était 27 exactement. Du coup, un organisme de formation, c'est énormément de juridique. C'est beaucoup de temps passé avec les avocats, beaucoup d'administratifs, etc. Donc, c'est absolument génial parce que eux, ils le gèrent super bien. Moi, c'est un truc qui me passionne un peu moins, cette partie-là. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment débugger les business. En fait, l'incubateur, il fonctionne beaucoup trop bien. Il est beaucoup trop implanté pour en fait que je sois pertinent dedans. Aujourd'hui, moi, j'apporte plus grand-chose. J'apporte plus grand-chose parce que ça marche super bien. Et donc voilà, donc je passe d'un business de 27 personnes avec des complexités opérationnelles, à un business qui est extrêmement simple, qui est un business de mastermind. En fait, c'est une communauté payante, hein, ni plus ni moins. C'est du temps que moi je passe avec mes membres pour essayer de les débugger. Donc, c'est du consulting, des événements. Et là-dessus, je passe d'un business à 27 équivalents temps plein à un business à 2 freelances et demi, puisque
Il y a Baptiste toujours dans l'équation qui me soutient sur l'accompagnement des membres pour essayer de les accompagner au mieux. Il y a Marguerite, que tu connais également, qui m'aide sur toute la partie communication, puisque aujourd'hui, le mastermind, il n'y a pas de coût d'acquisition. Tout se fait à travers mon Instagram, la communication qu'on fait sur Instagram. On parle de business, on fait des podcasts, etc. Et on reçoit des demandes d'appels dans la messagerie Insta. Donc voilà, donc c'est Marguerite qui gère ça. Et après, pour la partie événementielle, il y a Natacha qui va s'occuper de gérer les hôtels, de gérer la logistique, etc., etc. Mais en gros, c'est une fois par trimestre. Donc, je passe d'un business compliqué avec beaucoup de personnes à un business extrêmement simple et du coup, avec beaucoup moins d'engagement en RH. Quoi. Et tu refais ce que tu as fait pour tes anciens business, qui est, ça y est, tu coupes quelque chose qui fonctionne bien. Tu dis, ça y est, je passe à autre chose. J'ai plus qu'un focus. Et donc, potentiellement, je pense que ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait ça et se dédie à 100% à un business, en général, c'est ton esprit, il va plus penser pareil, tu auras plus le petit truc qui te retient derrière, il y a plus de plafond de verre. J'imagine que j'ai l'impression que tu es hyper avancé et conscient de ce côté plafond de verre, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, je passe à autre chose, il y a des étapes, et là, tu l'as fait une fois de plus, et ça te ressemble sûrement à cette étape aujourd'hui où tu dis, tu as peut-être envie de simplicité. Ouais, clairement. Mais justement, j'ai pas envie de tomber dans des pièges de. J'ai tendance à vite scaler un truc, moi. J'aime bien ça quand même. Donc, j'ai pas envie de tomber dans ces pièges-là, à me restructurer voilà, comme une armée. J'ai pas envie de ça de suite. Et peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, en tout cas, c'est des sirènes. Je dois pas, voilà, je dois pas être attiré par ces sirènes-là. Je dois m'attacher à mon mât. Je dois rester bien focus sur mon truc. Accepter d'avoir un business plus petit, parce que forcément, c'est plus petit. Hein, c'est 10 fois plus petit. Euh, c'est plus rentable. Je gagne quasiment la même chose. Mais il faut que je me contente de ça. Il faut que je me contente de ça, que j'apprécie le moment. Et ça va être, ça va être trop bien parce que ça me dégage du temps pour faire plein de choses sur le plan perso, sur le plan de la famille aussi, parce que du coup, bah, je m'occupe de mes gosses. Voilà, il faut accepter en fait à réduire. Voilà. En fait, tu as toujours envie de réduire, mais une fois que ça réduit, tu commences à flipper. Ouais, on en Et donc parlera voilà, aujourd'hui. dans 6 mois. Un an, on Ouais, verra, ça va pas tout simplement. exploser. Après, du Ouais, coup, très tu es quand même, certainement. enfin, tous les entrepreneurs, en tout cas ceux qui arrivent à vraiment aux étapes les plus, on va dire, avancées en général, vont commencer. Déjà, tu vas peut-être commencer à employer, puis après, tu vas quitter ton job, tu vas être freelance, après, tu vas être solopreneur, après, tu vas monter une petite team, tu vas être un peu CEO en fait de 5 personnes. Donc en fait, non, t'es pas CEO, t'es juste le gars qui tient une équipe, t'es le coach. Après, peut-être commences à avoir un truc de plus gros, structuré. On n'en a pas parlé, mais toi, t'es très très bon à structurer. Tu l'as fait, une trentaine de personnes. Euh, et au final, le but un peu ultime de l'entrepreneur, c'est de devenir investisseur. Je sais pas si c'est le but de tout le monde, mais finalement, souvent, ça finit comme ça. Et toi, du coup, tu avais cette idée de dire, on va devenir l'agence de nos affiliés. Tu as, du coup, créé ou pris des participations dans quelques agences. Et du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, tu as aussi ce côté coach mentor dans les projets dans lesquels tu as des parts. Donc, c'est peut-être finalement Mm. ça qui te comble avec le côté entrepreneur, mais plutôt bah tiens, j'ai des parts, je te coach, je te mentor, c'est toi l'entrepreneur, et du coup, tu peux toucher à tout sans que ça prenne trop de ton temps. Ouais, c'est ça. Mais en gros bah, ouais, tu as parlé de la suite. Hein, c'est une fois que tu as le mastermind, comment on va plus loin, toujours dans cette optique d'aller faire de la LTV, tu peux pas vendre un mastermind plus cher. Tu peux pas vendre plus de jours, tu peux pas faire des trucs comme ça. Et par contre, où tu peux, une fois que tu as donné des conseils, il reste deux problèmes. Il reste une problématique opérationnelle, c'est comment je trouve les bons prestataires. Et en fait, nous, on recommande plein de prestataires et ça avait du sens en fait de rentrer au capital de ces prestataires-là. On leur amène une exposition, on leur amène du deal flow et donc du coup, ben, du coup, ma boîte, on est rentré directement dans leur boîte. Ils sont membres du mastermind, hein, ils font eux-mêmes leur business, mais on a des intérêts partagés. Donc ça a été en effet une des premières façons d'investir. Et ensuite, le deuxième truc qui va manquer pour nos membres, une fois qu'ils ont trouvé les bons prestataires, ben, c'est le budget pour financer leur marketing. Et ça, je l'ai identifié parce que tu as des super business qui mériteraient de dépenser 100 000 par mois sur Google, plus 50 000 sur Facebook, mais le truc, c'est qu'il y a une réalité économique et qu'ils ne peuvent pas le faire. Et donc, c'est dommage, en fait, de caper un business juste parce qu'il y a des problématiques de trésor. Et donc, j'ai lancé un service additionnel au mastermind pour les membres, pour l'instant, uniquement du mastermind.
Et ben, c'est tout simplement d'aider à financer les campagnes publicitaires. Donc on a une solution qui s'appelle Bulco, qui est vraiment adossée au Mastermind Entreprendre et qui permet en fait à des annonceurs qui ont déjà des business qui tournent, on ne finance pas de testing, on finance du scaling, bah, tout simplement de leur prêter de l'argent, qu'ils aillent plus loin, qu'ils puissent développer plus le business. C'est des solutions court terme, hein, de 1 à 3 mois, et évidemment c'est renouvelable. Et puis voilà, donc toujours pareil, avec une logique LTV, succès client, etc. etc. Donc il y a le conseil, il y a les opérationnels et il y a la partie financière. Ouais, comme tu disais, quand tu parles de LTV, en effet, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu penses que quelqu'un vient chercher dans un mastermind? J'ai quand même l'impression que une des réponses, c'est faire du business. Donc si tu viens dans un mastermind et que tu es prestataire, tu vas trouver des clients. Si t'es un business et que tu cherches des prestataires, c'est pas juste en fait le fait de ah ouais, c'est cool, je vais signer un client, etc. T'es dans une communauté de confiance. A priori, voilà, si les gens ils sont là et que tu peux demander autour de toi et qu'ils sont bons, en fait, ça accélère ton business. Enfin, un mastermind, c'est ça. Moi, je paye cher. Je suis totalement d'accord pour faire ce genre de choses parce que si tu as un business ambitieux, tu te fais les bons contacts. Quand tu as quelqu'un de confiance, tu vas 10 fois plus vite en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre qui dit, mais attends, juste réfléchis pas, moi j'étais là avant toi, tu fais ça, 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 tu passes par telle personne. Et donc, a priori, enfin, tu peux rester très très longtemps dans un mastermind, dans une communauté, tant que ça t'aide à grossir. Exactement. Bah, c'est l'idée, hein. C'est l'idée. Et puis, il y a toute cette partie aussi connexion, ces moments un peu informels où en fait, ben, tu prends juste une bière avec un gars et il t'explique une galère ou il t'explique un petit hack qu'il a mis en place. Alors moi, j'aime pas le terme hack parce que souvent, c'est un peu des trucs qu'on retrouve dans les posts LinkedIn, tu vois. C'est un peu le hack, tu vois, pas long terme, mais il t'explique en tout cas les raccourcis qu'il a réussi à apprendre et tout. Et c'est aussi dans ces moments-là que tu as de la valeur. Donc, il y a les solutions opérationnelles et puis il y a aussi de la connexion entre pairs, entre entrepreneurs, quoi. Bah écoute, la connexion, donc, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans ton mastermind, c'est ça qui est génial. Franchement, cla- clairement, c'est énormément de valeur. Les membres qui sont dedans, c'est incroyable. Au-delà de ça, ouais, je pense que ça fait du bien quand tu vois, tu parlais du fait que je suis à Bali, on est tous chacun de son côté. Maintenant, tout le monde est entrepreneur sur Internet. Moi, le premier, j'étais tout seul à Barcelone avant. On a décidé de partir. Enfin, j'ai décidé de dire, ok, je suis tout seul, ça va pas. J'ai pris une grande maison à Marrakech. J'ai attiré des copains. Et aujourd'hui, ces copains, c'est devenu des associés. On voyage ensemble et on vit. On est 5. Et c'est que des connexions, t'en as besoin. Et c'est clairement, moi, ça a accéléré ma vie. Donc, enfin, c'est hyper important qu'il existe des structures comme ça. Il y en a qui arrivent à le faire avec ou sans. Ça, c'est, écoute, le Gérald de maintenant. Mais merci pour la news, comment on appelle ça, breaking news. Et bravo pour l'évolution. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. Grosse valeur aussi. J'aime bien, tu vois, on est parlé du passé. Parce qu'aujourd'hui, tu as une échelle où peut-être moins de gens se reconnaissent et c'est hyper successful. Mais il y a plein de tips ou de leçons que tu as apprises, je pense, qui ont transpiré dans cet épisode. Merci, hyper intéressant. Moi, je savais pas tout ça sur toi. Pas mal de choses similaires sur les muses, sur devenir de la campagne. Et faudrait que tu ailles voir ce gars qui est un de mes héros, qui s'appelle Andrew Wilkinson. C'est un Américain qui aujourd'hui pèse 1 milliard, alors qu'il a aussi, je sais pas, 35, 37 ans, c'est incroyable. Mais il a aussi commencé comme toi avec une agence. Puis de cette agence, il a commencé c'est devenu sa muse. Lui, c'était son agence Amuse. Et il a lancé plein de projets, plein de trucs qui ont marché, pas marché. Et lui, son évolution à lui, c'était de racheter des business. Et aujourd'hui, il rachète des business. Mais il a un livre qui est sorti il y a quelques mois, Andrew Wilkinson. Hyper intéressant. Peut-être que ça t'intéressera. En tout cas, peut-être que voilà, je Carrément. recommande de le lire. Moi, mon héros, c'était Johnny Wilkinson, mais on va voir si Je sais tous les Wilkinson pas, seront forts. Donc voilà. je suis pas sûr qu'il ait écrit un livre. Lui. Non, si, il a écrit une super biographie. Si? Si, il a écrit. Ah ouais, si, il a écrit une super biographie. Si, je recommande d'ailleurs sur la rigueur, sur le travail, c'est hyper bien. Putain, tu vois, j'étais mauvaise langue, je m'attendais pas. Merci Gérald. Mais Merci merci d'avoir Théo, accepté mon c'était invite. top et puis ouais et puis super projet que vous menez de front. Moi, je suis ça de près du coup. C'est la chance de te côtoyer dans le mastermind, donc c'est vraiment bien et je pense que vous allez faire du très lourd. Ouais, ouais, c'est Ça intense va être top. et voilà, on est à fond. Merci d'être venu sur le podcast aussi. C'était une super heure avec toi, comme à chaque fois qu'on se voit à Bordeaux. Je te souhaite bonne fin de journée. Bonne fin de journée, à bientôt, ciao ciao. Salut Gérald. Salut salut.